Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts Paris-Tech. Bonjour, c'est Anouk au micro pour ce nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui Charlotte Lyotta, qui a réalisé son doctorat en co-tutelle entre le CIRED et l'Université technique de Berlin, sous la direction de Vincent Viguier et Félix Kreutzig. Bonjour Charlotte. Bonjour Anouk. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens tout juste de soutenir ta thèse dans laquelle tu te questionnes sur les problématiques amenées par les émissions de gaz à effet de serre dans les villes et les politiques urbaines qui permettraient de les réduire. Pour répondre à ces questions, tu as mené une étude dans 120 villes sur les 5 continents. Raconte-nous cette première partie de tes recherches. Donc notre objectif, c'était de travailler sur la question de la réduction des émissions en ville et la question de la réduction des émissions liées au transport en particulier. Et donc on a essayé de simuler ce qu'il était possible de faire dans 120 villes sur 5 continents. Donc pour chaque ville, on a fait un petit modèle de ville qui nous permettait de simuler dans le futur où les gens allaient choisir d'habiter, comment ils allaient choisir de se déplacer, etc. en fonction de où étaient situés les emplois et des contraintes en termes d'occupation des sols, par exemple. Et donc dans ces 120 villes, on a simulé des politiques différentes qui pourraient nous permettre de réduire les émissions liées au transport. Donc par exemple, une taxe sur le prix de l'essence, le développement de nouvelles lignes de transport en commun. Des politiques qui visaient à limiter l'étalement urbain ou la mise sur le marché de véhicules plus efficaces. Ces 120 villes, elles ont été choisies comment ? On a essayé de choisir des villes qui avaient des caractéristiques différentes, donc qui étaient situées à des endroits différents, qui étaient de tailles différentes, des villes qui avaient une histoire politique différente par exemple, pour avoir des villes qui soient toutes le plus différentes possible. On a choisi des villes qui étaient toutes de plus de 300 000 habitants pour pouvoir couvrir une large partie de la population mondiale. On est parti du principe qu'une ville située aux États-Unis, qui est une ville par exemple assez étalée où les gens utilisent beaucoup la voiture, elle n'aurait pas le même potentiel pour réduire ses émissions qu'une ville située en Europe par exemple, qui elle va être beaucoup plus dense et où il va être possible de mettre en place des transports en commun, il va être possible de limiter l'usage de la voiture par exemple. Sur cette étude, quelle méthode de travail tu utilises ? On fait de la modélisation, donc en fait on va utiliser des différents types de données, donc à la fois des données satellites, des données sur les loyers, des données sur les tailles des logements, des données sur la densité de population, des données sur les transports existants. Donc c'est en observation de toutes ces données-là, des déplacements aussi ? Donc oui, sur les transports, on a récupéré des données à partir de Google Maps. Donc pour chaque ville, de chaque point de la ville au centre-ville, on a récupéré des données sur les temps et les coûts de transport en voiture et en transport en commun. Sur la modélisation des villes, comment ça marche ? Alors déjà le logiciel c'est des petits modèles en Python, donc qu'on a codé nous-mêmes, et donc en fait en entrée on va prendre la localisation des centres d'emploi, on va prendre où habitent les gens, donc la distribution de la population spatialement en ville en 2015, on va prendre les prix de l'immobilier, on va prendre les transports existants, on va prendre en compte les contraintes d'occupation des sols, donc par exemple où vont être les zones qui sont non constructibles, et on va partir du principe que les gens vont choisir l'endroit où ils vont habiter et la manière dont ils vont se déplacer en fonction des coûts de transport, des prix de l'immobilier et des contraintes existantes en ville. En prenant en compte le fait que bien sûr il n'est pas possible de raser une ville et de tout reconstruire du jour au lendemain, mais qu'il y a de l'inertie sur la forme des villes. Ce modèle, c'est toi qui l'as inventé ? Je l'ai adapté des travaux de mon directeur de thèse. Et du coup, sur cette première partie d'étude, quels ont été les résultats ? Alors donc on a simulé 7 grands types de politiques urbaines différentes sur nos 120 villes. Donc à la fois la taxe sur le prix de l'essence, le développement des transports en commun, les contraintes sur l'étalement urbain et la mise en place de véhicules plus efficaces. On a trouvé qu'en mettant en place toutes ces politiques en même temps, on pouvait réduire les émissions de 30% sur nos 120 villes. On a aussi trouvé qu'on avait un impact qui était dans l'ensemble négatif sur le bien-être des habitants. Donc la mise en place de toutes ces politiques pouvait améliorer la qualité de vie des gens dans certaines villes, par exemple en réduisant la pollution de l'air, en réduisant la pollution sonore, en réduisant le nombre d'accidents de voiture ou en augmentant le niveau d'activité physique des habitants, par exemple. Mais les impacts pouvaient aussi être négatifs, par exemple en augmentant les taxes qui étaient payées par les habitants pour financer les nouvelles lignes de transport en commun, ou en augmentant les prix de l'immobilier, par exemple dans le cadre d'une limite qui était mise à l'étalement urbain. Et donc, dans un deuxième temps, on a essayé de trouver une solution, de trouver pour chaque ville une combinaison de politiques publiques parmi celles que j'ai déjà citées, qui permettaient à la fois de réduire les émissions tout en augmentant la qualité de vie des habitants. Et donc, dans chaque ville, on a trouvé qu'il était possible de mettre en place des stratégies de ce type-là qui permettaient d'améliorer la qualité de vie des gens. Et en fait, on a montré qu'il fallait adapter les stratégies mises en place aux caractéristiques de chaque ville. Et donc en faisant ça, en moyenne, on a trouvé qu'il était possible de réduire les émissions liées au transport de plus de 20% dans chaque ville tout en améliorant la qualité de vie. Que mets-tu dans cette notion de qualité de vie des habitants ?
Donc traditionnellement, dans les modèles d'économie urbaine que j'utilise, on parle de qualité de vie pour parler à la fois de la consommation de logement des habitants, donc dans un logement de quelle taille est-ce qu'on va pouvoir habiter, et pour parler de revenus disponibles après avoir payé ses coûts de transport et ses coûts de logement. On prend en compte des éléments très monétaires. Et dans ce travail de thèse, j'essaie de prendre en compte d'autres dimensions de la qualité de vie, en particulier liées à la santé. Donc les transports peuvent avoir un impact fort en termes de santé, par exemple en termes de qualité de l'air, en termes de pollution sonore, en termes d'accidents de la route et en termes de mobilité active. Donc le fait de se déplacer en marchant ou en faisant du vélo, ce qui va réduire la sédentarité. Et donc ça, c'est des dimensions dont on a montré qu'elles sont très très importantes, et en particulier une dimension qui ressort beaucoup dans les études récentes, c'est cette dimension mobilité active et sédentarité. Et plusieurs études récentes ont montré qu'il était possible à la fois de réduire les émissions en ville tout en améliorant la qualité de vie selon ces différentes dimensions. Donc toutes les villes sont différentes et c'est pour cette raison que tu adaptes ton étude. Y a-t-il des solutions qui reviennent et qui semblent marcher pour tous les lieux ou beaucoup de lieux ? Je pense qu'au contraire, il est important d'adapter la stratégie qu'on met en place aux caractéristiques de chaque ville, parce que toutes les villes vont se développer de manière différente dans les prochaines années. Et donc, il faut adapter la stratégie qu'on met en place aux caractéristiques de chaque ville. Donc, par exemple, on a trouvé que pour les villes en Amérique du Sud, par exemple, qui sont déjà des villes assez denses, mais qui manquent de transports en commun, le fait de mettre en place des transports en commun, même de simples lignes de bus, pouvait être très efficace pour réduire les émissions et pouvait améliorer la qualité de vie des gens. Mais c'est une stratégie qui va pas marcher de la même manière dans d'autres villes, par exemple. Donc en Europe, on a des villes qui sont aussi très denses, mais où on a déjà beaucoup de transports en commun. Et donc dans des villes de ce type-là, des villes européennes, on va pouvoir mettre en place des taxes sur le prix de l'essence, on va pouvoir restreindre l'utilisation des voitures privées. Et comme on a déjà des transports en commun existants, les gens vont pouvoir se reporter de la voiture privée vers des transports en commun. Et là, on va pouvoir efficacement réduire les émissions sans porter atteinte à la qualité de vie des gens. Pour prendre d'autres exemples, on a trouvé que pour les villes américaines, en fait, peu de stratégies sont efficaces pour le moment. On va difficilement pouvoir taxer les véhicules polluants, par exemple, parce que les gens manquent d'alternatives, les villes sont trop étalées et il n'y a pas assez de transports en commun pour que les gens puissent se reporter sur un autre mode. On va plutôt envisager à la fois des politiques qui visent à densifier les villes, donc à limiter l'étalement urbain, à densifier les villes, mais ça c'est une stratégie de long terme, à combiner avec d'autres stratégies du type mise en marché de véhicules plus efficaces, de voitures électriques par exemple. Il y a plusieurs disciplines qui sont impliquées dans cette recherche, comme la géographie et l'urbanisme. Quels sont les paramètres que tu dois prendre en compte dans ta recherche et de quelles données as-tu besoin ? Et puis comment tu fais pour y avoir accès ? Alors dans la première partie de ma thèse, dont je travaille sur les 120 villes, c'est essentiellement de l'économie. Donc c'est un modèle d'économie urbaine qui va essayer de rationaliser les choix des habitants en termes de logement et de transport. Et donc on utilise des données qui sont dérivées de données satellites, par exemple sur l'occupation des sols ou sur les densités de population en ville. On va aussi utiliser des données, donc des données de transport récupérées à partir de Google Maps et des données sur les loyers en ville qu'on a récupérées en faisant du web scraping de sites de petites annonces immobilières, donc sur seloger.com pour la France par exemple. Dans une deuxième partie de ma thèse, je me suis davantage intéressée à la question des inégalités en ville. Donc j'essaie de comprendre ce qui faisait que les plus pauvres allaient être plus ou moins impactés par des politiques qui visaient à réduire les émissions en ville. Et donc pour ça, c'est plus un travail qui tend vers la géographie. Et j'utilise davantage de données, par exemple, de données de recensement, de données d'enquête sur les niveaux de vie et le niveau de revenus des habitants en ville, et sur les liens, par exemple, avec le fait de posséder des véhicules polluants ou de travailler loin de son domicile, par exemple. Pour la deuxième partie de cette étude, tu as fait un focus sur un échantillon composé de Paris et de 8 villes françaises de taille moyenne et du Cap en Afrique du Sud. Comment as-tu procédé ? Alors, j'ai procédé de manière un peu différente pour chaque étude de cas. Donc, l'objectif, c'était de travailler sur des villes dans des contextes différents, donc la France et l'Afrique du Sud. Et l'objectif, c'était aussi de pouvoir travailler sur des stratégies différentes et sur des types d'impact différents. Donc, par exemple, pour mes 8 villes françaises, j'ai travaillé sur la mise en place des zones à faible émission. Donc, les zones à faible émission, c'est une stratégie qui vise à interdire les véhicules polluants dans certaines zones, donc généralement les centres-villes, pour améliorer la qualité de l'air et pour réduire les émissions. Et donc, je me suis intéressée aux impacts de ces zones à faible émission sur l'accès aux emplois, en particulier sur l'accès aux emplois des plus pauvres. Et j'essaie de comprendre ce qui faisait que ces politiques pouvaient être inégalitaires. Dans mon étude de cas sur le Cap, je me suis intéressée à la mise en place d'une taxe sur le prix de l'essence. Et j'ai regardé quel type de population elle allait impacter et surtout comment les ménages pouvaient s'adapter à ce type de taxe. Donc, par exemple, en changeant de mode de transport, en changeant de lieu d'emploi ou même en déménageant.
Et sur Paris, j'ai travaillé sur l'impact du développement de nouvelles lignes de transport en commun sur le temps long. Donc j'ai regardé toutes les évolutions du réseau de transport en commun des années 60 aux années 2010. Et j'ai regardé comment ça affectait différents types d'habitants en fonction de leurs revenus et de leur type d'emploi. Donc on a vraiment des résultats détaillés sur chaque ville. Et pour essayer de donner quelques résultats communs, en fait, déjà on trouve qu'à court terme, quand une politique est mise en place pour réduire les émissions en ville, elles peuvent avoir des impacts qui sont très inégalitaires, et souvent touchant davantage les plus pauvres. Mais sur le moyen et le long terme, les plus pauvres peuvent essayer de s'adapter à ces politiques climatiques. Mais ça peut être compliqué pour eux. Par exemple, si on prend le cas du Cap, les plus pauvres vont avoir tendance à habiter plus loin des centres d'emploi que les plus riches. Ils vont avoir tendance à habiter dans des logements informels, dans des logements très subventionnés par la ville du Cap, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter dans des logements formels. Ils vont avoir tendance à ne pas posséder de voiture et à se déplacer par des transports en commun informels, donc des minibus qui vont être tout aussi polluants que des voitures privées, donc potentiellement tout aussi affectés par des politiques climatiques, mais qui sont très longs et très chers, et donc ils ne vont pas avoir la possibilité de s'adapter facilement à des politiques climatiques. Un autre résultat, c'est le fait que les inégalités de revenus, les inégalités spatiales peuvent interagir entre elles et se cumuler pour les plus pauvres. Donc par exemple, quand on est plus pauvre, on a souvent tendance à posséder une voiture plus polluante si on possède une voiture, et donc à être davantage affecté par exemple par des zones à faible émission. On peut aussi avoir tendance à habiter plus loin des centres-villes. Donc par exemple, si on prend le cas de Paris, au cours du temps, ce qu'on a observé, c'est que les plus pauvres habitent de plus en plus en périphérie en fait, et de moins en moins dans Paris-Centre ou la proche couronne. Et donc, si on taxe ou qu'on interdit les véhicules polluants, c'est les plus pauvres qui vont être affectés les premiers. Et alors, encore une fois, sur ces études-là en particulier, comment tu as fait pour récolter les données propres à chaque ville ? Alors donc justement, avec des stratégies propres à chaque ville. Mais donc, pour notre étude de cas sur la France, on a essentiellement utilisé des données ouvertes, donc accessibles à tous. Donc par exemple, les données issues du recensement, donc disponibles via l'INSEE. Pour les transports en commun, on a pu utiliser des données GTFS, donc des données qui sont mises en ligne par les opérateurs de transport en commun de chaque ville, donc la RATP par exemple pour Paris. On a récupéré des données sur le réseau de routes qui sont des données OpenStreetMap, donc aussi accessibles librement. Pour l'étude de cas sur Paris en particulier, on a aussi reconstruit l'évolution du réseau de transport en commun. En fait, en partant du réseau de transport en commun actuel et en reconstituant l'évolution du réseau, donc par exemple en retirant toutes les lignes de transport en commun qui n'existaient pas en 1968. Et pour l'étude de cas sur le Cap, la méthode est un peu différente. Donc là, c'est un travail qui a été fait en partenariat avec la Banque mondiale. Et on a travaillé avec quelqu'un qui était sur place et qui avait accès à des données de la ville du Cap, des données détaillées, donc par exemple sur l'occupation des sols, la localisation des logements informels, etc. Donc ces données collectées, elles permettraient de trouver des solutions ou des possibilités pour réduire les gaz à effet de serre dans les villes de façon plus factuelle. Comment ces résultats pourraient être appliqués pour solutionner ces problèmes ? Est-ce qu'il y a une application réelle qui est prévue ? Pas d'application directe réelle qui est prévue, mais l'objectif, ça reste de pouvoir conseiller les décideurs politiques. Si on prend le cas des zones à faible émission, on a pu montrer qu'une des raisons qui rendait cette politique inégalitaire, c'était le fait que les plus pauvres possédaient davantage de véhicules polluants et que donc, des stratégies du type subvention à l'achat de véhicules plus propres étaient intéressantes et efficaces. Mais on a aussi montré que la forme urbaine jouait un rôle important et qu'une chose importante, c'était le fait que les plus pauvres habitaient plus loin de leurs emplois en général et avaient moins accès aux transports en commun et d'autres types de stratégies. Par exemple, le maintien des habitants les plus pauvres près des centres-villes, par exemple, par des subventions ou des aides au logement, pouvait être une stratégie efficace. L'objectif va être de mettre en place des stratégies qui permettent de réduire les émissions, tout en améliorant la qualité de l'air, par exemple, et la qualité de vie des habitants plus généralement, tout en évitant d'avoir des impacts sur les populations les plus pauvres. Et enfin, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce sujet ? Moi, pendant mes études, j'étais assez intéressée par les sciences sociales, en fait. Donc, j'ai fait une prépa BL et l'ENSAE, donc l'école d'ingénieurs, traditionnellement l'école d'ingénieurs de l'INSEE, où on travaille beaucoup, donc par exemple en lien avec l'INSEE, avec des données de type enquête et statistiques. Donc moi, originellement, j'étais intéressée par les sciences sociales et assez peu par les questions environnementales. Et c'est pendant un stage de fin d'études au CIREC que j'ai découvert les questions environnementales et que j'ai découvert le fort lien qu'il y avait entre les questions environnementales et les questions de qualité de vie et d'inégalité. Et c'est ce qui m'a poussée à rester travailler dans le domaine de l'environnement et des politiques climatiques. Eh ben, merci beaucoup, Charlotte Lyotta, de nous avoir fait découvrir ton sujet de thèse. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École des Ponts Paris Tech, ingenius.écoledesponts.fr.